Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que notre conversation va passionner tous les gens dans la salle. On va peut-être revenir justement sur cette fameuse attaque. On est en février 2024. L'intrusion, me semble-t-il, vous allez nous raconter, mais a commencé via un compte VPN compromis qui a permis aux attaquants d'installer des outils dans le système d'information, notamment des outils de chiffrement. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'attaque peut-être et comment vous en êtes rendu compte ? Oui, alors effectivement, se rendre compte de la cyberattaque, c'est relativement simple. Ça passe par un coup de fil à 2 h du matin, dans la nuit du samedi au dimanche, à l'équipe informatique d'un professionnel qui est sur un ordinateur aux urgences et qui constate des choses qui ne fonctionnent plus très bien. Donc l'astreinte informatique réagit, pose quelques questions, se déplace sur site pour regarder un petit peu ce qui se passe. Elle m'appelle à 3 h du matin. Je pose quelques questions complémentaires et très rapidement, voilà, on pense qu'on a réellement affaire à une cyberattaque d'ampleur, d'autant plus qu'on a quelques petits indices qui nous perturbent, notamment la présence sur les postes de travail qui continuent à être fonctionnels de fichiers qui portent des noms très particuliers, qui ne laissent pas de doute sur le fait que les fichiers aient été chiffrés. Et puis un phénomène un peu particulier, c'est que l'ensemble des imprimantes de l'établissement impriment, certaines sans s'arrêter d'ailleurs, une page qui s'avère être la page qui invite l'établissement à se connecter sur le réseau Tor pour aller discuter avec les attaquants et on va dire discuter rançon avec les attaquants. C'est assez précis, effectivement. Alors, expliquez-nous comment ça s'est organisé, la gestion de l'incident. On imagine que tout de suite, il y a eu une mobilisation. Vous l'avez dit, ça a commencé dans la nuit, le week-end. Mais on imagine qu'il y a eu très rapidement une mobilisation générale avec la création d'une cellule de crise, peut-être le déclenchement aussi du plan blanc. Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, ça va très vite. Le moment de la crise est intense. Pourquoi ? Parce que l'hôpital, c'est un lieu qui reste ouvert 24 heures sur 24. C'est le lieu où il y a toujours de la lumière et c'est le lieu où il y a les patients. Donc forcément, en fait, il y a une mobilisation des hospitaliers. Ils sont habitués, ils ont l'habitude de gérer des crises. Par contre, ils sont moins habitués à ce type de crise. Bon, il y a eu le Covid juste avant, mais là, ils sont quand même moins habitués à ce type de crise où il y a une menace directe sur leur outil de travail, il y a une menace directe sur la prise en charge des patients, une menace directe aussi sur leurs outils de travail, et du coup qui forcément en fait perturbe énormément leur organisation de travail. Donc il y a la cellule de crise informatique qu'évoquait Thomas Aubin qui se met tout de suite en place, la cellule de crise établissement. On déclenche le plan blanc. Le déclenchement du plan blanc, ça veut dire que nos capacités à prendre en charge les patients comme on le fait au quotidien sont dépassées et que du coup, on va mobiliser en fait les acteurs, mais on va mobiliser les acteurs de l'hôpital, rappeler des professionnels, mais on va aussi prévenir tous nos partenaires puisque les hôpitaux travaillent en réseau, travaillent avec d'autres hôpitaux, et puis mobiliser aussi, bien sûr, l'ARS parce que il va falloir, et c'est ce que nous avons fait, il va falloir fermer par exemple le service des urgences et du coup proposer en fait une autre orientation avec les patients, bien sûr, et une autre alternative. Donc c'est forcément un travail en réseau, donc une mobilisation majeure, rapide, sur lequel il faut aussi communiquer très très vite. Alors j'imagine que beaucoup de personnes dans la salle doivent se poser cette question. Quand on a un incident comme ça, qui nous accompagne ? Est-ce que l'ANSSI a joué son rôle ? Est-ce que le CERT Santé, on l'a dit tout à l'heure, comment vous les avez contactés et comment est-ce qu'ils vous ont accompagnés ? Alors effectivement, on a la chance dans l'hôpital public d'avoir une organisation qui est définie pour l'ensemble des hôpitaux. Donc notre point de référence, c'est le CERT Santé pour les hôpitaux qui sont non régulés. Donc dès 2 h 30 du matin, le premier réflexe a été de contacter le CERT Santé, de les préalerter sur la suspicion forte de cyberattaque. Et après, dès 4 h du matin, on les a rappelés et on a défini un mode opératoire relativement simple. Au départ, de coups de téléphone pour faire des points de situation, puis après le montage de sessions de visio. Un canal CHAP, une solution étatique, a été monté effectivement avec le CERT Santé. Donc ils nous ont suivis très très vite au sein de la crise. L'ANSSI a été effectivement contactée et nous a beaucoup aidé sur les aspects de communication. Elle nous a suivis dès le départ.
Et puis bien entendu, après, nous avons eu le renfort, puisque le dépôt de plainte a été fait dans les 72 heures par l'établissement. Nous avons eu le renfort effectivement du C3N qui nous a aussi accompagnés. Donc on a monté effectivement un vrai canal de communication qui permettait de faire des points au départ toutes les demi-journées. Puis après, forcément, au fur et à mesure du temps, on a décomposé, voilà, on est passé sur un rythme beaucoup moins régulier. Donc voilà, le CERT Santé nous a aidés, l'ANSSI, et donc ce qui nous a guidés effectivement dans la réponse à incident, hein, c'était bien entendu protéger ce qui est encore protégeable dans le système. Clairement, il fallait, voilà, notamment la donnée patiente, qui est comment dirais-je, la valeur essentielle dans un établissement de santé. Et puis après, bien entendu, essayer de comprendre ce qui s'était passé pour, voilà, après derrière conduire les actions, comment dirais-je, de reconstruction du système. Vous vouliez réagir, Nathalie ? Oui, c'est une cyberattaque, ça paraît technique, mais en fait, c'est surtout un enjeu stratégique et un enjeu majeur, puisqu'on a à maintenir l'activité, encore une fois, l'activité de soins aux patients et l'activité qui est nécessaire en fait sur le territoire. Donc il y a vraiment cet enjeu conjoint en permanence. C'est pas seulement conceptuel, c'est aussi la vraie vie du terrain, c'est aussi les professionnels qui sont sur le terrain où il n'y a plus rien qui marche d'un seul coup, et il faut tout repenser et refaire autrement avec une vision très vite. Et vous le voyez juste avant sur les diapositives, 95% de notre réseau a été impacté. Oui, c'est énorme. Alors justement, vous parlez c'est vrai que la spécificité d'un hôpital, c'est que évidemment là, le plan de continuité de l'activité est hyper important puisqu'on a des patients, ce qui peuvent être d'ailleurs entre la vie et la mort. C'est aussi des logiciels de facturation, c'est des logiciels de paye, de reporting. Alors je ne sais pas si on peut parler d'un plan de continuité, de reprise, puisque vous dites qu'il y a quand même eu un arrêt total, mais comment est-ce que vous avez abordé la reprise de l'activité ? Alors, il n'y a pas eu complètement un arrêt total. On a fermé les urgences pendant 72 heures, mais les patients qui étaient pris en charge, il a fallu continuer à les prendre en charge. Donc, il n'y a personne qui n'a arrêté son activité sur l'hôpital d'Armentières. Mais on l'a retravaillé autrement, c'est-à-dire qu'on avait une activité qui était faite de manière dégradée, ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité, sur lequel on a tout refait à dos d'homme, à pied d'homme, à tête d'homme, à papier crayon, transporter les tubes de biologie, par exemple, refaire des prescriptions médicamenteuses en papier, aller faire les commandes de la pharmacie, etc., etc. Donc tout ce qui paraît aujourd'hui assez facile parce que c'est aidé par l'informatique. On a une assistance informatique absolument partout dans nos vies quotidiennes, mais à l'hôpital c'est pareil. Et quand d'un seul coup tout s'arrête, il faut se remettre en route pour que l'activité continue. Donc ça se fait, mais effectivement, après, il faut progressivement reprendre l'activité de manière plus rapide, parce que d'abord, il y a un besoin, les patients, ils sont là, il y a un besoin d'activité, les hôpitaux qui nous aident aux alentours, bien évidemment, il y a un moment donné, il va falloir aussi les soulager. Donc, les soignants aussi ont besoin de cette aide technologique pour mieux soigner les patients. C'est une vraie assistance aujourd'hui, et d'ailleurs, un des points d'enseignement, j'anticipe un peu, mais un des points d'enseignement qu'on a identifié très très vite, au bout de 10 jours, c'est que les personnels sont parfois tellement assistés par l'informatique qu'ils ont perdu la connaissance de l'usage, et que, notamment pour les jeunes générations, sur le plan managérial, il y a eu quelques sujets qu'il a fallu, bien sûr, accompagner et travailler. Et heureusement qu'il y a de l'intergénérationnel dans nos structures, quelles qu'elles soient, hôpitaux, collectivités. L'intergénérationnel est précieux. Ça nous alerte aussi peut-être sur une génération qui serait totalement digitally native et qui ne serait plus peut-être passée en système D. Et justement, on revient sur cette question, c'est quoi le bilan que vous dressez aujourd'hui de la situation ? Déjà, est-ce qu'on a identifié qui étaient les attaquants, et aussi qu'est-ce que vous avez identifié comme étant les plus grandes vulnérabilités, et peut-être quel changement est-ce que vous avez effectué ? Allez-y, je vous en prie. Sur les
ce qu'on a identifié en tous les cas très rapidement, c'est ces besoins en termes de stock et de matériel. Ça, c'est assez facile à identifier. Et donc, dans les hôpitaux, on dispose en fait par région de stock en cas de situation majeure ou en cas de situation de crise. On a très vite identifié que du coup, la partie informatique n'avait pas été identifiée et la cyber n'avait pas été identifiée dans nos plans de crise à proprement parler, en tous les cas, en termes d'équipement. Donc, très rapidement, l'ARS, le national, a pris les dispositions et maintenant, dans chaque région, en fait, il y a un stock d'urgence, notamment pour les hôpitaux. Et j'encourage bien sûr toutes les grandes structures à prendre note qu'il faut un peu une trousse de secours informatique dans toutes les grandes structures parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et ça arrive en permanence et ça a un impact majeur sur l'activité, sur les professionnels et bien évidemment sur le long cours aussi. C'est important bien sûr d'avoir une crash box que nous on a appelé comme ça au niveau national d'ailleurs pour tous les hôpitaux, hein, c'est-à-dire d'avoir pour chaque service en cas d'indisponibilité informatique, qu'est-ce que je fais dans le premier quart d'heure, qu'est-ce que je fais dans la première heure, qu'est-ce que je fais dans les 3 jours, bien évidemment. Ça, c'est des vrais enseignements à avoir. Et puis, j'ai envie de dire un dernier point, c'est qu'il ne faut pas mésestimer la question de la cinétique sur les cyberattaques. C'est très court, mais beaucoup de gens pensent que l'hôpital d'Armentières est revenu à la normale très rapidement. Non, on est à plus d'une année maintenant et on n'a pas fini encore. On est encore convalescent, on a encore au moins une béquille. Donc ça dure longtemps et ça a un vrai impact sur les professionnels et sur le management d'une structure. Merci beaucoup Nicolas pour ce dessin justement qui illustre nos propos ici sur scène. On a juste 1 minute qui nous reste, mais je voudrais vraiment savoir, vous avez décidé de reconstruire les systèmes d'information, mais pas de la même manière. Pourquoi et peut-être où est-ce que vous avez trouvé les informations relatives aux bonnes pratiques pour faire des choix éclairés quand vous avez reconstruit ce système d'information ? Alors oui, forcément, quand on reconstruit, on peut reconstruire soit très vite, mais potentiellement mal, ou soit plutôt prendre son temps et reconstruire ce qu'on appelle à l'état de l'art, en prenant en compte un certain nombre de paramètres, les vulnérabilités potentiellement présentes sur le système d'information, qu'on peut connaître ou qu'on peut ne pas connaître, donc il faut auditer quand même son système avant la reconstruction, et puis après, voilà, mettre en place les bonnes pratiques en fonction de l'état de la menace. Voilà, on peut citer un élément technique, mais la mise en place d'un modèle anti-ring sur les Active Directory qui sont désormais les bonnes pratiques, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de le faire parce que quand un système d'information est partiellement à l'arrêt, c'est beaucoup plus simple que quand l'hôpital doit tourner 24 heures sur 24 avec un système en production. Et puis après, pour avoir l'ensemble des guidelines qui vont bien pour reconstruire ces sujets-là, on a la chance d'avoir l'ANSSI qui fournit un certain nombre de guides extrêmement pratiques. On a la chance d'avoir un certain nombre de sociétés autour de nous qui ont pu nous aider. Et puis voilà, on a su profiter du programme CARE, notamment au niveau national, qui permet de monter le niveau de sécurité au niveau des systèmes d'information dans le milieu hospitalier pour accélérer sur ce sujet-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. La cybersécurité, c'est aussi ça, c'est de l'échange d'informations et d'expériences pour être plus robuste. Merci infiniment pour votre temps et pour ce retour d'expérience. Merci.